il y a eu le programme s'est développé en France. Alors moi, je fais partie de la génération qui a beaucoup appris à distance grâce à la radio et à la télé. Et donc, on développait ce système en Afrique. Et je trouve que cette image est assez symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire des écrans, c'est-à-dire l'effet diligence. Hein. On voit bien qu'on a sur la droite ici le tableau blanc. On a l'écran à gauche et le maître qui montre avec sa baguette le programme. Donc ces écrans qui nous interrogent, il faut les apprivoiser et ne pas tomber dans ce fameux effet diligence. Alors effet diligence qui provient de l'expérience du train, où quand on invente le train au 19e siècle, on se pose la question comment faire les wagons. Et on avait transposé les diligences. Or, ce n'était pas complètement adapté. Donc, les écrans, ne pas faire en sorte de reproduire des pédagogies frontales avec les écrans, mais bien les scénariser. Alors, c'est ce que dit Michel Serres dans son livre. Hein. Michel Serres dit, quand il a commencé à enseigner, quand il entrait et qu'il voyait quelqu'un avec une blouse blanche et des cornus, il imaginait que ça devait être un pharmacien. Quand il voyait quelqu'un avec un gros tablier de cuir et un marteau, ça devait être un forgeron. Maintenant, tout le monde est devant des ordinateurs. Et ça nous engage à imaginer l'intégration des écrans dans notre société, puisque tous les corps de la société ont des écrans, y compris les enseignants. Donc, que l'écran ne soit pas une reproduction de la classe frontale va nous engager à imaginer cette intégration. Alors, cette intégration, c'est d'une part la présence des outils que nous avons dans les poches, et on se développe de plus en plus vers le « bring your own device », c'est-à-dire comment on va accaparer les écrans qui sont dans nos cartables sous forme de smartphone, de iWatch, peut-être dans un futur les Google Glass, les iPad, les ordinateurs, et comment on fait pour intégrer tous ces écrans dans les dispositifs de formation. Alors, premier réflexe, ça serait de les interdire pour se concentrer sur l'essentiel, ou alors réfléchir sur la façon dont on va pouvoir utiliser. Alors, ce qui a été dit hier sur ce que j'appelais les scénarios de pédagogie embarquée, hein, la pédagogie mobile, comment on va utiliser ces écrans pour construire les scénarios. Alors, à partir du moment où on intègre ces écrans, nos espaces vont être effectivement revisités. Si on prend le cas des bibliothèques universitaires, des lycées, historiquement, dans une bibliothèque, on lit, on est silencieux, mais comme on intègre les écrans dans les bibliothèques, il va falloir recomposer ces espaces. Alors, si on lit Alberto Manguel, il explique qu'au moment de la grande bibliothèque de Babylone, on lisait à voix haute. Et il dit, on imagine qu'à l'époque, tous ces gens qui lisaient à voix haute, ça devait être une joyeuse rumeur, parce qu'on estimait à l'époque que lire à voix basse, c'était dissimuler quelque chose à Dieu. Donc on lisait à voix haute, de sorte que si Dieu écoutait, il pouvait toujours interroger le lecteur en disant « Mais tu es en train de lire ceci, est-ce que tu es sûr? Peux-tu me le justifier ?» Alors après, d'ailleurs, saint Augustin, hein, parlant d'un de ses éminents collègues, homme respectable, disait « C'est quand même bizarre, il ne lit pas à voix haute. » Alors, le web, maintenant, a réincorporé la voix dans les dispositifs de formation. Et dans les écrans, on peut très bien être dans des dispositifs où on communique par Skype, où on communique en synchrone avec la voix. Ça veut dire qu'il faut réimaginer ces espaces de formation avec la dimension du multimodal. De Gutenberg à la révolution Internet, on travaille sur deux éléments, le texte et l'image.
À partir du Web 2, on introduit la vidéo, on introduit le son, et il faut bien les intégrer dans nos dispositifs. Et les collègues, je pense à Tralalaire, hein, qui nous a présenté Internet sans crainte, on a vu Vince et Lou, il y a bien l'intégration de tous ces éléments, le texte, l'image, le son et l'image dynamique. Alors si vous mettez une quinzaine d'étudiants qui écoutent tous en temps équivalent et mettent le son, ça devient ingérable. Il reviendra aux enseignants, hein, aux institutions, d'imaginer les nouveaux espaces avec cette dimension de multimodalité. Alors c'est vraiment une question qui interroge les enseignants en termes de didactisation. Mettre une vidéo en ligne, ça c'est très simple, hein. Vous copiez un code embed, vous mettez 1 heure de vidéo. Pour autant, est-ce que vous avez didactisé une vidéo? Évidemment, non. De même pour le son. Mais à partir du moment où on a didactisé, on peut produire des outils de formation qui seront écoutés, mais comment on gère la voix dans ces espaces qui historiquement sont dédiés au silence. Alors c'est valable pour les bibliothèques universitaires, mais ça sera valable aussi pour les classes, hein, quels sont les temps de discussion commune, les temps d'écoute et comment on réincorpore la voix dans ces espaces. Alors si on regarde les bibliothèques universitaires, on voit qu'on intègre maintenant des cellules insonorisées où on peut travailler ensemble. Donc on voit bien que l'introduction des écrans et par extension le retour du son, le retour de la vidéo interroge forcément tous ces espaces de travail. Donc on voit bien, on entend souvent, oh, le numérique c'est simple, je crois que le mot simplicité, c'est pas le mot qui s'impose, hein, c'est plutôt le mot de complexité qu'on devrait retenir. Charge à nous justement d'être en capacité de scénariser la place des écrans dans les dispositifs de formation, que ce soit les écrans, j'allais dire institutionnels, ceux qui sont fournis par l'institution, ce sont les salles d'informatique, et puis les écrans qui ne le sont pas. Je ne sais pas si on peut parler des écrans parasites parce qu'ils participent au processus. Néanmoins, c'est un ensemble d'écrans hétérogènes qu'il va falloir apprivoiser dans les processus. Alors ces écrans aussi, c'est quand dans votre classe vous avez un étudiant qui sort un portable. Est-ce que la solution c'est de l'interdire, c'est de l'autoriser? Toutes des questions qu'il faut intégrer dans nos processus. Alors, je vous renvoie au livre de Stéphana Broadbent qui s'appelle « L'intimité au travail ». Parce que l'écran permet à votre intime d'entrer dans le champ du professionnel. Alors, Stéphana Broadbent explique, c'est justement que dans une école anglaise très chic, hein, qui a formé toute l'élite anglaise à partir, je crois, de Lord Mountbatten, on ouvre les écrans et le web en permanence. Et là, les élèves, il apparaît que pendant les cours, ils se concentrent sur ce que dit le maître et ne vont pas spécifiquement aller sur Facebook ou d'autres solutions. Alors on a rétorqué, mais c'est facile de le faire avec les enfants de l'élite parce qu'ils sont bien éduqués. On va laisser passer l'avion. Parce qu'ils sont bien élevés et que... Vous voulez... Ah, il reste 2 minutes, alors je vais aller très vite. Donc on lui rétorque que c'est facile de le faire avec des enfants des classes élevées. Stéphana Broadbent dit, si on l'interdit dans des lieux plus défavorisés, c'est une façon déjà de montrer la défiance. On ne peut pas vous faire confiance, donc on coupe Internet. Alors je vais conclure pour ces 2 minutes. Donc une vraie question d'aménagement de ces espaces au moment où les écrans sont omniprésents. Écran institutionnel, écran privé, comment on les intègre dans les dispositifs de formation. Donc, c'est une recomposition des espaces à partir du moment où les écrans entrent dans nos dispositifs. L'espace
classe, les espaces de savoir, alors on parle de 3C chez nous, de Learning Center, l'espace privé, là aussi, hein, qui a intégré les écrans et qui propulse l'intime vers le professionnel et le professionnel vers l'espace d'intimité. Donc, un va-et-vient permanent entre l'espace public, l'espace privé, l'espace social. Une confusion entre tous ces éléments. Alors, pour conclure, on voit que l'écran, dans un double mouvement contradictoire, nous facilite d'une certaine mesure le développement de dispositifs en présentiel, dispositifs à distanciel, et en même temps le complexifie parce qu'il faut gérer des temporalités et des éléments spatiaux pour lesquels nous n'étions pas préparés. Alors, il y avait un collègue de Yaoundé qui disait, de l'ENS, qui disait les écrans, le web sont entrés dans notre vie par effraction. Mais je trouve que l'expression est assez juste, on ne l'attendait pas, elle est arrivée, il a fallu que l'on gère tout ça. Et 15-20 ans plus tard, on voit qu'on est encore à se poser ces questions. Comment l'écran s'intègre dans les dispositifs de formation? Alors je crois que résolument, il faut entrer dans ces questions de scénarisation. Alors, on parle beaucoup de scénarisation. Moi, je voudrais préciser ce que j'entends par scénarisation pédagogique. C'est penser, premièrement, quel est le contexte pédagogique. Si on s'adresse à un public de L3 à l'université ou des maternelles, il est bien évident que le contexte sera différent. L'ouverture des écrans ne sera pas à considérer de la même façon en maternelle que si vous avez un cours en école doctorale ou en L3. Ensuite, c'est votre intention. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous introduisez des écrans dans vos dispositifs? Il faut que vous la formalisiez, cette intention. Et j'en reviens à mes ateliers Lego hier. Il faut que vous soyez en capacité de mettre des termes précis sur vos intentions. Ensuite, ce sont les acteurs. Alors 30 minutes, c'était un peu court, mais les acteurs. On est en train d'éclater le rapport traditionnel du maître face à ses élèves. Vous pouvez faire venir un tiers, vous pouvez faire venir le spécialiste. Et moi, je défends l'idée qu'à l'éducation nationale, on est à un tournant. Pourquoi toujours soit le même spécialiste qui s'adresse? Si vous avez quelqu'un qui est plus compétent que vous et qui est aux États-Unis et qui parle très bien le français, pourquoi se priver de ses compétences? Moi, quand j'étais au lycée, je faisais venir des designers de Chine parce que je n'avais pas les spécialistes en France. Alors pourquoi s'en priver? Les réseaux nous le permettent. Donc, ce sont les acteurs. Donc, une multiplicité d'acteurs, ça, les écrans nous le permettent. Et ça fractionne le rôle traditionnel des profs. Et je ne suis pas sûr que les profs soient prêts intellectuellement à céder leur place. Ah oui, historiquement, vous claquez votre porte, vous avez un inspecteur qui vient vous voir une fois tous les 10 ans. Ben, entre le claquement de porte et l'ouverture de la porte une fois tous les 10 ans de l'inspecteur, vous avez une vraie liberté, la liberté de produire de l'intelligence et la liberté de ne rien faire. Les écrans modifient ce rapport parce que ça ouvre votre porte à d'autres acteurs. Il faut vraiment s'interroger et dire à un moment donné, il y a plus brillant, il y a plus compétent que moi, je l'invite. On peut faire venir des professionnels. Est-ce que former, enseigner, ça doit rester le rôle des seuls enseignants? Moi, j'ai des doutes. On n'a pas beaucoup parlé du terme de compétence encore, mais vous avez des gens qui n'ont pas forcément des cursus scolaires universitaires brillants, mais qui ont acquis des compétences extrêmement brillantes. Pourquoi se priver de les faire venir dans les classes? Éducation nationale, elle est nationale dans la structure, mais au final, maintenant, le savoir s'internationalise. On peut faire venir des gens de partout. Donc là, je suis en train probablement d'être un peu iconoclaste, mais en disant osez. Alors, oser, il ne faut pas oser dans votre coin, il faut en discuter avec votre administration, mais le champ des possibles qui s'ouvre à nous, il est immense. Et souvent, on se focalise sur des petits trucs qui sont
nos statuts, nos 15 heures, nos 18 heures, mais je crois que les vrais changements, ils ne sont pas là. Hein. Ils sont dans cette capacité de pouvoir accueillir des acteurs, des gens, certains diraient, ils nous menacent parce qu'ils viennent, on peut les inviter et montrer que le champ des connaissances est plus fort. Donc, contexte, intention pédagogique, acteurs, les ressources. Alors en ce moment, la conférence là, que je suis en train de donner est rediffusée sur les réseaux. Et pour Ludovia, je pense que ça va devenir une ressource qui sera diffusée. Alors ces ressources, à partir du moment où vous avez des écrans, je reviens sur mon idée de la multimodalité. Texte, image. Mais la ressource, maintenant, elle est didactisable de façon extrêmement hétérogène. Vous pouvez intégrer de la vidéo, vous pouvez intégrer du son. Alors, on a des enseignants de langue. Le podcast, c'est une vraie richesse si on est vraiment en capacité de les didactiser. Ça peut être la sauvegarde des langues que l'on qualifie de rares chez nous. Hein. Ça peut être l'occitan, ça peut être le catalan, ça peut être la langue dont je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais qui est la langue des berbères, hein, qui est amazière, voilà. Donc, ces ressources, elles sont d'une richesse extraordinaire et en même temps d'une complicité qui est tout autant extraordinaire. Didactiser, c'est vraiment se dire, cette vidéo, il faudra s'interroger combien de temps. Alors dans les dispositifs de e-learning, par exemple, on sait que si vous mettez des vidéos d'1 heure, vous perdez 80% de votre public. Il faut relancer l'attention. Donc ça peut être tous les 10 minutes avec des quiz. Alors c'est vrai en e-learning, mais c'est vrai aussi en présentiel. Hein, choisir la bonne vidéo, le bon moment, les bons cadrages. Ça veut dire que vous avez toute une opération de tri. J'ai la faiblesse de ne pas oser vous montrer les vidéos catastrophiques que j'ai fait de mes élèves, surexposées, sous-exposées, filmées par le bas, filmées par haut, des lunettes qui brillent. Il y a vraiment tout un travail. Or, dans notre formation, qui a des compétences filmiques, qui a des compétences de réalisation de vidéos? Alors si vous avez suivi un peu des MOOC, le contenu peut être souvent d'une belle richesse, mais alors les vidéos sont parfois... bon, il y aurait beaucoup à redire techniquement. Donc ce sont ces ressources que vous allez mobiliser et qui passeront par vos écrans. Alors, vous aurez noté que le dernier de mes points, ce seront les outils. Alors ça, je crois que chez les enseignants et dans le numérique, on a toujours mis la charrue avant les bœufs. On dit voilà, il y a des outils, et puis cet outil, vous allez en faire de la pédagogie. Alors ça, il faut faire le contraire, c'est vous poser la question, quelles sont mes intentions, quel est mon contexte, qui sont les acteurs que je vais convoquer, quelles sont les ressources que je veux produire, et c'est quand vous avez répondu à ces 4 questions qu'enfin vous allez pouvoir sélectionner l'outil. Hein, parce que si vous dites, tiens, je vais vous coller un TBI dans votre classe, puis parce qu'il y a de la technologie, vous allez être plus brillant qu'il y a quelques années. Moi, quand j'enseigne 1382 du Code civil, j'ai pas besoin d'un TBI, hein, je demande qu'on m'écoute, et puis je dis que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, etc., etc. Et c'est ensuite, dans l'application pédagogique, que je vais effectivement pouvoir utiliser le TBI. Je pourrais faire une carte mentale sur le lien de causalité, par exemple. Alors là, effectivement, on peut en discuter. Donc, soyez novateurs, soyez innovants dans vos pédagogies, et puis n'hésitez pas à mettre l'outil à la fin, quand vous aurez cadré vos attentes pédagogiques. Mais ça veut dire que des fois, vous pouvez revendiquer, je l'ai dit en filigrane, là, à cet instant, j'ai pas besoin de machine. Par contre, merci. Merci beaucoup. Si vous dites, je veux faire de l'écriture collaborative, parce que mon cours impose le collaboratif. Moi, par expérience, mes étudiants, j'en demandais qui est bon en orthographe. Alors tous disaient, ah moi je suis nul. Bon, c'était du déclaratif. Je faisais des ateliers d'écriture collaborative distants
avec des solutions comme Framapad ou Typepad, enfin des pads collaboratifs en ligne, le fait d'écrire en collaboratif, alors même que j'avais 15 étudiantes qui se déclaraient nulles en orthographe, l'outil collaboratif faisait que j'avais des documents qui n'avaient pas de faute. C'était quand même extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la force de l'outil qui permet de mettre des gens... On voit tout le temps la faute chez l'autre et rarement chez soi. Partager. Donc, si vous avez besoin de partager, vous avez identifié ce verbe d'action, alors vous allez pouvoir trouver l'outil qui sera sur votre écran et qui vous permettra de partager. On a parlé des dispositifs haptiques. Je reviens à cette thématique de le numérique et les écrans. Il y a eu le fantasme de la disparition du corps quand tout nous renvoie à sa présence. Je l'ai dit dans le projet du MIT là, sur le corps, le fait qu'il y ait une personne, un écran, une table. Or, maintenant, on va agrandir, on va passer à la page et puis ensuite on pourra travailler avec son ordinateur sur les genoux ou plus confortablement installé dans un fauteuil ou dans une chauffeuse, ou peut-être vous arrive-t-il, enfin en tout cas moi ça m'arrive quand j'ai besoin de m'isoler à la maison, je me mets dans la chambre sur mon lit, comme ça j'entends pas mes gamins, je suis tranquille, ça ne m'empêche pas de travailler, mais ça a modifié, je suis désolé, ma posture corporelle de travail, donc dans un rapport de l'homme à l'écran. Donc c'est ça, scénariser. Et c'est parce que vous scénarisez que l'écran sera pertinent. Donc refusez que, intellectuellement, enfin je crois qu'il faut que ce soit de votre part une posture intellectuelle de principe, que ce n'est pas la machine qui vous pilote, et de ce point de vue-là c'est rassurant, mais que c'est bien votre capacité à imaginer des dispositifs qui rendront ces machines absolument utiles et même qui vous donneront des capacités qu'on n'a jamais eues. Mais si vous êtes dans un rapport simple de déférence à l'égard de la machine, vos dispositifs seront, je reviens un peu en arrière, je trouve que, moi j'adore cette image, vous serez vraiment dans l'effet diligence. Vous aurez effectivement de la technologie, mais la technologie, là, elle vous sert à rien. Mais je trouve que cette image est pas mal. Moi, mon instituteur, quand on apprenait la musique classique, il appuyait sur un bouton. Mais j'ai été l'interroger il y a 2 ans, justement, sur cette expérience de l'intégration de la machine dans les années 68. Il avait un rapport absolument mécanique. C'était l'Ofratem, c'était France Inter, France Culture, il appuyait sur le bouton. Donc il ne faut pas qu'on soit dans ces dispositifs. Donc voilà, assez rapidement brossé, ma vision de l'intégration des écrans et du numérique dans les dispositifs de formation. Alors bien évidemment, j'aurais pu vous en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est la règle du jeu. Alors, puisque je vous ai expliqué qu'on pouvait continuer une réflexion de façon distante, asynchrone, j'écris assez régulièrement des billets, au moins sur 2 blogs. Le premier, c'est, disons, mon blog d'analyse, moirojp.wordpress.com. Alors, vous verrez, j'ai écrit un article « Pourquoi organiser un atelier Lego ?» Je ne me contente quand même pas de venir et de vous faire réfléchir sur des Legos. Derrière, j'ai réfléchi. Et puis, j'ai écrit un article, justement, parce que je venais à Marrakech, qui s'appelle « La classe connectée ». Une réflexion, justement, sur ce que je pense être la classe connectée. Alors, ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas une vérité, c'est ma façon de voir les choses, à l'appui de mes lectures, bien évidemment. Et puis, j'ai un blog sur le tutorat en monde immersif. Vous verrez justement, là j'aborde beaucoup la place des écrans, sur la capacité de recréer des espaces de formation qui sont, eux, virtuels. Alors une interrogation entre la place du réel et la place du virtuel. Alors non pas en opposition, alors ça
c'est une thématique qui est très répandue, que le virtuel s'opposerait au réel. Historiquement, étymologiquement, virtuel vient du grec dunamis et dunaton, qui veut dire le mouvement. Et c'est devenu par le latin virtus. Donc non, le réel ne s'oppose pas au virtuel, il se complète. Et le passage qui assure la liaison entre le réel et le virtuel, ce sont évidemment ces écrans qui nous propulsent dans ces espaces toujours plus grands, qu'on maîtrise pas toujours. Hein. J'ai souvent repris l'expression dans des articles de Far Web, ça pour vous dire que ce sont des espaces dans lesquels nous sommes en conquête, nous avons besoin de les cadastrer. Alors il y a un auteur qui s'appelle Lewis Mumford qui explique que le développement du capitalisme, c'est la capacité à maîtriser les espaces, ce qu'ont fait les Américains en allant sur l'Ouest. Probablement que nous, en pédagogie, c'est notre capacité à baliser ces espaces. Mais baliser, ça veut dire qu'on est en capacité de leur donner du sens. Ne pas y aller comme ça, de façon un peu automatique, en disant je vais sur le NT, et puis j'ai pas, franchement, parce qu'on m'a dit d'aller sur le NT, je vais déposer un PDF, je vais déposer une vidéo. Ça, c'est la pire des choses. Donc, un peu à la façon des géographes, des topographes, il faut que vous cadastriez votre espace virtuel de connaissances. Mais ce qui va vous amener par extension à baliser votre espace réel, puisqu'on l'a vu hier, on peut difficilement continuer à avoir des classes classiques. Alors, ça manque pas de sel, ma situation, parce que je vous fais un discours sur il faut essayer de changer. Le frontal, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et pourtant moi je suis dans une position où je suis en chair, vous m'écoutez sagement. Je suis pas loin de l'école de Palo Alto et de l'injonction paradoxale, j'ai une chose et j'en profère une autre. Mais peut-être que ce sont des temps obligés pour poser les concepts, hein, et probablement pour mieux pratiquer dans nos classes. Et puis, bon, j'ai oublié de le noter, ou peut-être que c'est en blanc, vous pouvez retrouver sur mon e-portfolio, alors c'est aussi une façon de marquer probablement son empreinte numérique, d'expliquer ce qu'on fait. Alors vous allez pouvoir trouver mon e-portfolio à l'adresse suivante, jean-paul.moirot.watecan.com. Alors Watecan s'écrit W-A-T-A-Y-C-O-M, où vous aurez... disons, j'ai essayé de recenser dans un lieu unique mes réflexions sur les écrans, sur le numérique. Donc, quelque part, et ce sera ma phrase de conclusion, intégrer des écrans dans des dispositifs de formation, c'est d'une certaine façon une démarche disruptive. C'est-à-dire une démarche qui consiste à un moment donné, éviter de ne plus marcher sur les rails parce que vous entrez dans des processus d'expérimentation, dans des processus de bricolage et de tâtonnement, pour mieux probablement réintégrer le bon chemin. Mais les chemins de traverse sont probablement des méthodes intellectuelles qui vont vous permettre de mieux réintégrer cette communauté de pensée et qui est plus orthodoxe. Mais ça sera ma phrase de conclusion sur ma vision de l'intégration des écrans dans les dispositifs de formation. Alors maintenant, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre.